Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je suis heureuse de retrouver pour ce 3e épisode Anne Ségolène et Anthony du projet Famille Larrey. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse écouter les 2 premiers épisodes complets où ils parlent de leur projet en long et en large. Alors rapidement pour reprendre, Anne Ségolène et Anthony et leurs 3 enfants sont partis pour un voyage d'1 an en Amérique du Sud en camion avec le projet d'aller à la rencontre des enfants et des personnes fragilisées dans des centres. Alors dans cet épisode aujourd'hui, on parle de leur arrivée, de la réception du camion et des premières visites dans des écoles. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec beaucoup de rencontres et des rencontres fortes en émotions. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation. Belle écoute! Bonjour Anthony, Anne Ségolène, je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois sur l'épisode sur le podcast. Bienvenue! Bonjour Émilie, on est content de te retrouver. Bonjour Émilie. Je suis ravie de vous accueillir. Comment allez-vous ? Écoute, nous on va bien, on continue d'avancer tranquillement. On est finalement sorti de la Colombie après avoir passé quelques temps, on a fait quasiment 2 mois. 2 mois et demi. 2 mois et demi, et là ça fait 1 mois et demi maintenant qu'on est en Équateur, et tout va bien. On se régale et on a plein de choses à vous raconter. Cool, j'ai hâte d'entendre tout ça. Bon, je vois vos sourires sur vos visages, ça fait plaisir. Alors, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Alors, on va repartir un petit peu au début du voyage. On va repartir au moment où vous êtes arrivé au mois d'août, donc à Carthagène. Il me semble que vous êtes arrivé là cet été. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre arrivée et la récupération de votre camion ? Alors quand on est arrivé à Carthagène, on devait attendre quelques jours que le camion arrive. Et finalement, il a eu un peu plus de 2 semaines de retard, donc on est resté beaucoup plus longtemps que prévu. Et quand on a atterri à Carthagène, on a fait 36 heures de vol, 36 heures de transit depuis la France. On a passé la nuit à l'hôtel à Istanbul, à l'aéroport à Istanbul, donc par terre dans un coin de l'aéroport avec les enfants. On a peu dormi. L'avion a été assez long et on a Olivia, notre deuxième, qui avait une grosse otite, donc c'était un voyage assez fatigant et pas forcément des plus simples, mais voilà. Maintenant, c'était loin et on garde que le bon. Et en arrivant, on est arrivé le soir à 18h30, 19h à Carthagène. Il était déjà nuit noire. Et voilà, on était vraiment en gros décalage horaire. On a mis du temps à trouver les taxis, trouver de l'argent, trouver notre petit B&B. Passer une toute petite nuit parce qu'on était dans le quartier de Getsemani, qui est un quartier très festif. Donc, il y a eu de la musique toute la nuit. Et nous, notre Gaspard s'est réveillé. Il était 3h du matin, heure locale. Donc pour eux, la nuit n'avait pas vraiment pris fin. Donc ça a été une toute petite nuit. On a mis bien 10 jours à se remettre d'aplomb tranquillement, faire face à la fatigue. Ouais, j'imagine. Du coup, ce qui s'est passé sur ces 15 jours d'attente, parce que du coup, on a dû attendre notre camion 15 jours au lieu des 2-3 jours prévus, on n'était pas du tout dans le move. On a un peu subi ce moment. Ça aurait pu être 15 jours de vacances où on profitait, mais on a dû changer 3 fois de B&B parce que comme on savait pas forcément l'échéance terminale, comme on savait pas quand est-ce que le camion allait arriver, on reprenait un B&B de 3 jours en 3 jours. Enfin bref, on a dû changer plusieurs fois. C'était assez fatigant. Et puis il faisait chaud, on était fatigués. Enfin bref, c'était 15 jours un peu durs pendant lesquels j'ai jonglé avec au niveau administratif. Ouais, je parlais vraiment très très mal espagnol en arrivant. Et tous fait en espagnol là-bas, ils parlent pas du tout anglais. Du coup, il a fallu gérer tous les papiers avec la transitaire, et heureusement qu'elle était là, qui nous a aidés pour récupérer le camion. Et c'est hyper stressant parce qu'en fait, on reçoit 50 mails, des factures. En fait, en Colombie, dès que tu payes quelque chose, tu reçois une facture par mail. Mais faut le savoir, c'est en espagnol, tu comprends rien, tu te demandes si t'as un truc à payer ou pas. Enfin bref, on a un peu galéré, mais finalement, on s'en est sorti, pas mal aidé par d'autres voyageurs qui parlaient un peu mieux espagnol, qui m'ont traduit des mails. Et alors, à un moment donné, la transitaire me dit « C'est bon, le camion est arrivé, un taxi vient vous chercher dans une demi-heure. » Ok, je savais pas. Et alors, branle-bas de combat, on prépare toute la famille, on prévoit des couches, je mets un coup de brosse de cheveux dans les filles. On se prépare, on va tous sur le trottoir, on attend le taxi. Et là, grosse désillusion, le chauffeur qui était pas un taxi du tout, en fait, c'est le fils de la transitaire qui venait nous chercher, il nous dit « Non, mais c'est une personne seulement. C'est que le chauffeur du véhicule. »
Bon, j'étais dégoûtée. Moi, ça faisait des jours que je travaillais sur le truc. Les enfants étaient dépités. Donc, bref. Anthony y a été. Et on pensait qu'il reviendrait avec le camion, mais pas du tout. Il lui a fallu juste une journée pour faire 2 signatures dans 2 bureaux différents. C'est un peu la maison des fous d'Astérix. Tu traverses la ville pour signer un papier, tu traverses dans l'autre sens pour signer l'autre papier, mais en fait, le bureau a fermé parce qu'ils font leur pause. Donc, il faut revenir 3 heures après. Enfin, bon, voilà. Et le lendemain, on espérait que ce serait le bon et que ce serait la bonne fois. Et Anthony est parti le matin, je sais plus, à 7 ou 8 heures, très tôt. Et il est rentré le soir avec le camion à 18 heures. Enfin, ça a duré une éternité. Mais au milieu de tout ça, on n'a pas eu de casse. On s'est juste fait voler le matelas de Gaspard qu'on avait oublié de mettre à l'arrière du camion. Mais il n'y a pas eu de dégradation. Et ça, rien que ça, c'était canon. Parce qu'il y en a beaucoup. C'était vraiment la hantise. La plupart des Français qu'on a croisés en Amérique du Sud, en camping-car pour la plupart, se sont fait visiter, se sont fait dépouiller, se sont fait casser le véhicule. Et donc, c'était vraiment notre crainte. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur le camion avant. Donc, le fait qu'il soit entier, c'était déjà un gros soulagement en soi. Vous avez passé ces 15 jours un peu en latence, fatigué, etc. Vous récupérez votre camion. Après, quelle était la première destination? Alors, très rapidement, une fois qu'on a notre camion, on prend la route. Et alors, pendant tout notre temps où on était en attente à Carthagène, on a été mis en lien avec un établissement, un collège, au nord de la Colombie. Alors initialement, on voulait pas trop y aller parce que notre itinéraire c'était d'aller au sud. Et puis finalement, on discute avec lui, avec le directeur de l'école, qui s'appelle Frère Omar. Et puis il nous explique qu'il a des projets, des œuvres sociales qui sont mises en place par son établissement scolaire. Et que ça pourrait être sympa qu'on vienne et que ça peut être intéressant. Donc on décide de se laisser un peu porter. C'était pas trop dans nos projets dans ce sens-là, mais finalement c'était l'objet du voyage. Donc banco, on y va, on prend la route. Il nous avait donné un rendez-vous, un point GPS. On y va, on arrive avec un peu d'avance parce que l'expérience d'Anthony pour le retour du port lui a montré qu'il fallait pas trop prévoir les horaires sur les routes colombiennes. Bref, finalement on arrive un peu en avance. Et puis on arrive dans une ferme et on attend pendant 1 heure. C'est un peu bizarre, les gens nous parlent pas trop, puis on se comprend pas, ils ont un accent de dingue, nous on parle pas bien espagnol. Et les enfants sont aux anges parce qu'il y a plein d'animaux. Et puis finalement, Frère Omar arrive et le contact passe hyper bien. Il est tout de suite hyper en lien avec les enfants. Il les emmène. Il avait un médicament à donner à un cheval. Il va faire une piqûre. Il emmène les enfants le faire avec lui. Il leur montre comment ça se passe. C'est sympa. Il y avait des petits poussins d'un jour. Il y avait des petits cabris d'un jour. Enfin voilà, il montre tout ça aux enfants. Puis après, il nous demande si on veut rester à la ferme ou venir avec lui au collège. Donc, on comprend pas trop parce que l'objectif c'était d'aller au collège. Donc finalement, on prend la route avec lui. Et c'est sur la route qu'il va m'expliquer qu'en fait, quand je lui pose la question, qu'il est directeur de l'établissement. On n'avait pas compris au début. On pensait que c'était un prof ou un frère qui était dans le collège. C'est pour ça que tout est si facile et qu'on peut venir si facilement. Donc on est au collège du Sacré-Cœur de Barranquilla, donc Sagrado Corazón. Et c'est un établissement qui accueille 1600 élèves. C'est un énorme établissement pour des familles hyper privilégiées. La scolarité coûte super cher là-bas. C'est vraiment la crème de l'élite qui met ses enfants là-bas parce qu'il faut pouvoir le financer. C'est un établissement de dingue. Dans l'établissement, il y a une ferme avec des animaux. Il y a, je sais plus, 5 ou 6 terrains de foot, autant de terrains de volley, des infrastructures de dingue. Il y a une piscine. 2 piscines. Une piscine 25 mètres et il y a un bassin ludique. On peut y aller absolument quand on veut, même si les élèves sont dedans. C'est pas un problème. En fait, absolument rien n'est un problème. Donc bon, on est un peu dérouté, mais voilà. Et en fait, on va rester un bon moment là-bas parce qu'au fil des jours, Omar va nous présenter des projets qui sont menés par l'école et menés par les parents d'élèves. Donc par les parents d'élèves, par des élèves bénévoles, et c'est vraiment sur la base du volontariat. Ceux qui le veulent participent et il y a beaucoup de projets solidaires qui sont menés par cette école qui, elle, a beaucoup de moyens. Ouais, l'idée pour lui là-bas, c'est que les élèves qui viennent, donc sont issus de familles plutôt aisées, et le but c'est pas simplement de leur apprendre à avoir un bon métier plus tard, mais c'est aussi de fabriquer des personnes, et donc de leur apprendre la miséricorde et de leur apprendre à être engagés pour sa société. Et donc tous les projets solidaires qui sont montés, les élèves sont conviés, sont invités, sont les bienvenus dans les projets, mais à aucun moment ils sont valorisés pour le faire, ils sont pas reconnus dans leur diplôme pour ça. Il n'y a pas d'autre reconnaissance que le fait en soi d'apprendre à être dans une action de solidarité et de prendre soin de son prochain.
Et donc, dans chaque projet qu'on va aller visiter, il nous présentera l'implication des élèves et des parents des élèves dans ces projets-là. Ce qui nous a beaucoup touché pour le coup. Il a commencé par nous emmener visiter un projet qui s'appelle Una Casa para Dios, qui est un projet où il a monté un crowdfunding au sein de l'établissement. Et c'est les parents des élèves qui financent la construction de maisons pour des familles plutôt chrétiennes qui sont sans abri. Et donc c'est souvent des réfugiés vénézuéliens par exemple. Et donc là nous on a visité une première maison qui était en tout début de construction. Donc on a rencontré Lisette, c'est une femme qui était avec un de ses enfants. Les autres enfants n'étaient pas là. Et pour nous, c'est un peu bizarre parce qu'on venait d'arriver, on a fait cette visite-là, on sait pas trop où on allait. Il nous a emmenés, c'est une maman qui nous a emmenés avec Omar. On sait pas trop où on allait ni ce qu'on allait rencontrer. Et donc on a eu un peu un malaise sur place, à pas trop savoir vraiment comment s'y prendre. Et puis nous, on apprenait à prendre les images aussi pour notre film. Les filles ne savaient pas trop non plus ce qu'elles devaient faire là, et c'était un moment pas forcément très simple. On n'était pas trop prévenus à l'avance de là où est-ce qu'on allait. On savait pas trop qu'est-ce qu'on allait voir, qui on allait voir. Omar nous avait pas beaucoup prévenus. Donc, de fait, nous, on n'était pas prévenus. On n'avait pas pu en parler à l'avance avec les enfants. Donc, c'était difficile. Il pleuvait. On sentait que Lisette, la maman chez qui on a été, était pas à l'aise de la visite. Clairement, nous non plus. Donc, bref, première visite un peu compliquée. Il nous emmène ensuite dans une autre maison du projet Una Casa para Dios, qui est déjà terminée, elle. Là, on rencontre le père de famille. La mère de famille était au travail. Ça se passe mieux, c'est plus facile. On commence à réussir à avoir des échanges. Les filles commencent à un petit peu plus trouver leur place, mais c'est encore compliqué. C'est rigolo après cette visite-là où la maison est terminée. En sortant, Olivia elle nous dit mais maman, c'est pas une maison de pauvres en fait. Bon bah tant mieux, c'est que ça marche, c'est que la construction a fonctionné et qu'ils sont bien dans leur maison. Et puis après ces deux visites, je prends le temps de discuter un petit peu avec Omar et puis je lui explique un petit peu le projet de notre film. Je lui explique aussi que on est avec des jeunes enfants et que l'intérêt c'est de pouvoir faire des rencontres avec des jeunes enfants parce que les barrières tombent vite. Alors que là, on avait fait des visites dans des maisons où les enfants étaient pas là, où c'était pas le même âge. Donc ni une ni deux, Omar il décroche son téléphone, il cherche des contacts, etc. Et il est prévu qu'on visite le lendemain une petite école du Sacré-Cœur qui est rattachée au moins financièrement à la grande école, mais dans un quartier très défavorisé. Et du coup, il trouve une famille dont les enfants sont dans cette école qu'on va visiter demain. Et il me dit, bah, c'est bon, on peut y aller. Alors là, j'ai Gaspard qui vient de s'endormir. Et on est fatigué, les rythmes ne tiennent plus. Je dis, bah, on va attendre la fin de la sieste de Gaspard, qui dormait donc sur les canapés du hall d'entrée de l'école. Et dès que Gaspard est réveillé, on y va. Et là, on va faire une vraie rencontre vraiment délicieuse. On va aller visiter la maison d'une petite fille qui s'appelle Tatiana. Donc on va visiter dans cette maison, il y aura sa maman, sa grand-mère, sa grande sœur, Tatiana, sa petite sœur et son petit frère. Et du coup, c'est des enfants qui ont l'âge à peu près des nôtres. Enfin, il y a une adolescente et 3 enfants qui ont plutôt les âges des nôtres. Et du coup, le contact se fait beaucoup plus facilement. Quand on arrive, il se trouve que ça tombe bien, il nous reste un jeu de pantomime, des jeux de cartes pour faire des mimes dans le sac d'Anthony. Donc pour briser la glace, je sors le jeu de cartes, on commence à faire des jeux, nos enfants se prennent au jeu, les enfants de là-bas aussi. Voilà, et du coup, on passe un moment délicieux. Pendant 1 heure, on rigole. Faut remettre dans le contexte. Alors c'est un quartier difficile, on nous dit bien qu'il faut pas sortir l'appareil photo dans la rue. Enfin voilà, faut y aller tranquille. Les maisons, il y a absolument rien de superflu parce qu'il y a même pas déjà le nécessaire. C'est vraiment, c'est des murs de briques, il y a pas de peinture, il y a rien du tout. La cuisine, c'est un lavabo au fond un lavabo avec 3 casseroles qui pendent au-dessus et c'est tout. Quand on arrive, par exemple, on n'a pas de quoi s'asseoir dans le logement. Et finalement, au bout d'un quart d'heure, ils vont aller demander aux voisins d'à côté leur chaise en plastique de terrasse pour qu'on puisse s'asseoir et continuer à jouer en étant assis. Voilà, c'est vraiment un contexte, c'est le strict nécessaire et encore. C'est des familles où ils n'ont pas forcément... L'entrée en matière est un peu difficile puisque c'est la maman de Tatiana qui va nous retrouver au niveau de l'école pour nous guider jusqu'à sa maison. Et donc, on est avec le directeur Omar, on est avec le prof de PS, Felipe, et puis nous, tous les 5. Et donc, la maman rentre dans la voiture et les 3-4 minutes entre l'école et sa maison, elle nous déverse
toute la difficulté qu'elle a à faire vivre sa famille en fait. On explique qu'ils n'ont pas de quoi manger, qu'ils n'ont pas de quoi s'habiller, que c'est très difficile. Donc elle nous déverse tout ça en 3 minutes et hop, on arrive. Et donc c'est tout de suite un peu pesant comme situation pour arriver dans la famille. Et on la voit au moment où elle est dans la famille, hop, elle retrouve un visage plus serein, elle accueille ses enfants et donc nous on arrive un peu sur le fait, sans trop savoir comment s'y prendre. Et donc c'est là où le jeu va beaucoup aider à briser la glace. Le prof de PS, Felipe et puis Omar vont aider à traduire les mots. Et puis finalement les enfants vont apprendre à se rencontrer au-delà des problèmes de langue, par des regards, par des jeux. Et on va passer finalement cette heure délicieuse sur place. Avec la grand-mère qui devait être certainement un peu aveugle, mais qui a fait des sourires incroyables tout le long parce qu'elle entendait les rires des enfants. On a fait un cours de danse, c'est Tatiana qui nous a appris à danser la salsa. Voilà. Donc on a passé un très bon moment, mais c'est vrai que l'arrivée a été assez marquante. Moi, j'imagine dans quel état d'esprit vous arrivez parce que à la fois, nous, on vit dans un milieu privilégié. Est-ce que vous arrivez avec quel sentiment? De la pitié, de la colère, de l'injustice? Comment vous le gérez ça en termes d'émotions? Mais surtout, la maman nous avait dit qu'en fait, pendant la route, pendant qu'on y allait, elle nous avait dit qu'en fait, ils avaient même pas de nourriture pour manger. Il n'y a pas assez de nourriture pour les enfants. Et toi, ça t'a fait penser à quoi? C'est Qu'est-ce que triste. ça t'a fait penser cette visite? Un petit peu de joie et de tristesse en même temps. Pourquoi? Parce que la joie de pouvoir rencontrer ses enfants et le sourire et les jeux, et la tristesse de les voir et de voir la maman dire très tristement qu'elle n'avait pas assez de nourriture pour les enfants. Et après, nous, en termes de sentiments, je pense Omar nous a beaucoup emmené, ce que disait tout à l'heure Anne Ségon, on ne savait pas forcément où on allait, comment on y allait, et on avait beau poser des questions en amont, on découvrait un peu sur place ce qu'on était venu voir. Et du coup, on n'avait pas le temps de se préparer à ce ce qu'on pensait rencontrer. Et ce qui a fait aussi peut-être qu'on n'a pas eu trop d'a priori en arrivant. Et finalement, on a eu une approche assez factuelle des choses. On est là, on sent qu'il y a une tristesse ou qu'il y a une difficulté. On va rien changer de leur vie, clairement. On va rien leur apporter qui va changer leur vie. Donc, on va rien sauver. Et tout ce qu'on peut gagner ensemble, c'est de passer une heure ensemble, qui soit une heure agréable. Et finalement, on a appris, nous, c'est beaucoup Marc qui nous a appris ça, parce qu'on est reparti parfois en disant on n'a rien à offrir à ces personnes-là, on vient et on veut surtout pas venir comme dans un zoo pour observer et prendre des images et repartir. Mais en même temps, on n'a rien à leur offrir, donc on est parfois mal à l'aise par rapport à ça. Et lui, il nous a beaucoup soulagés en disant attendez, vous venez de l'autre bout du monde pour les rencontrer. Et pour eux, ça, c'est juste extraordinaire, en fait, d'avoir des personnes qui prennent du temps juste pour les rencontrer, à ne rien leur demander, ne rien leur devoir, et juste passer un temps délicieux avec eux, mais c'est un cadeau incroyable pour eux. Et donc, il n'y a pas de souci si vous n'apportez pas des vêtements à manger ou autre. Le simple fait de donner du temps pour eux, c'est un super cadeau. Et du coup, ça nous a fait, nous, du bien pour trouver notre place, finalement, par rapport à ces rencontres. Celle-ci, et puis c'est de l'après. J'imagine que ça doit être assez violent quand même au départ, ces premières visites où tu t'es confronté en fait à cette réalité à peine arrivée, vous y êtes quoi, vous êtes confronté à ça et ce sentiment que vous avez eu là justement, le fait de rien avoir à offrir, vous avez réussi quand même à le conserver sur les prochaines visites ou vous avez toujours ce petit pincement au cœur quand vous arrivez? Je pense que ça s'est basculé il y a un peu eu un genre de culpabilité avant de te dire mince finalement j'apporte pas grand chose, à une forme de tristesse de dire de toute façon je peux pas apporter grand chose, je vais pas leur changer leur vie. Par contre, ce temps qu'on a passé ensemble, c'est un cadeau qu'on s'est fait mutuellement et on a appris l'un de l'autre. On est plus on constate finalement, c'est une tristesse de ce qu'on voit. Et c'est ce que disait tout à l'heure Anne Ségo, je pense que c'était avant qu'on enregistre, mais pour nos enfants, il y a quelque chose d'assez difficile parce que depuis maintenant 4 mois qu'on voyage, partout où on passe, on s'accroche très vite. Parce qu'on sait qu'on est là pas longtemps, donc on n'a pas le temps de faire le superflu, on rentre directement dans la relation de personne à personne assez profonde. On a des rencontres où les gens se sont livrés très profondément sur leur vie très intime, et on reste ensemble quelques heures et on repart. Et pour nos enfants, pour nos filles, notamment pour Olivia, c'est quelque chose de très fort. Et à chaque fois qu'une rencontre se fait, c'est tout de suite une amitié, et donc c'est tout de suite un ami qu'on perd. Et c'est souvent difficile de perdre cette amitié-là.
Il y a quelque chose qui est intéressant aussi sur les après-visites. En général, les visites, c'est quand même quelque chose de costaud au niveau émotionnel à gérer. Quand on ressort des visites, on repart dans la voiture, on est vidé, littéralement. Épuisé. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que nos enfants nous sollicitent. Gaspard, dans la voiture, il est intenable. Et les filles nous posent plein de questions et puis nous ramènent à la réalité de c'est quand le goûter, en fait, parce qu'on a faim. Et en fait, on n'a pas vraiment le temps d'assimiler. Et du coup, ces premiers temps, on a enchaîné beaucoup de visites sans avoir le temps d'assimiler. Et du coup, ça nous aide à nous poser pas trop de questions. Mais à la fois, c'est une espèce de fatigue morale qui s'accumule. Et il nous faut un peu de temps pour décanter tout ça. Le temps qu'on va passer au collège, on en aura besoin pour décanter toutes ces visites où émotionnellement, c'était hyper costaud. Avec le temps, on essaie de plus en plus à apprendre à plus faire une visite sur 1 heure. On arrive, on fait 1 heure et on repart. On apprend à dire, voilà, si on vient, on aimerait passer quelques jours sur place ou à proximité pour pouvoir se voir régulièrement et puis créer quelque chose sur du temps plus long que de simplement faire une visite d'1 heure et de repartir. Alors, parfois, on n'a pas le choix. Il nous arrivait de faire des visites où c'était vraiment sur un passage, donc on n'a fait que cette heure-là. Mais quand on peut, on essaie de faire un peu plus longtemps et d'ancrer un peu plus la relation. Ouais. Et donc, du coup, avec Omar, vous avez visité d'autres projets. Comment ça s'est goupillé après la suite? Vous êtes resté un moment chez lui, il me semble, au collège. Du coup, le lendemain, on est reparti pour une autre visite différente. Cette fois-ci, c'était pas en famille, et c'était pour visiter une école. Donc, l'école du quartier de La Paz, donc pas la ville de La Paz, mais du quartier de La Paz, proche de la ville de Barranquilla. Et donc là, c'est l'école dans laquelle est scolarisée Tatiana. Et voilà, c'est amusant parce que c'est une visite. Pour le coup, c'est un endroit où on était très attendu. Le directeur de l'école, qui est aussi un frère de Sacré-Cœur, de la communauté des Sacré-Cœur. La visite était tellement attendue qu'ils avaient aménagé le programme de tous les élèves pour qu'ils soient plus dans la cour et qu'on soit plus en échange, etc. C'est une école de 200 élèves dans un quartier vraiment difficile. Très pauvre. Si cette école n'existait pas, les enfants seraient tous à l'école publique, mais l'école publique, elle est vraiment pas de bonne qualité là-bas. Et cette école est entièrement financée, en tout cas au niveau pédagogique, par le gros établissement dans lequel on était. Donc le gros établissement de 1600 élèves du Sacré-Cœur finance aussi l'établissement de 200 élèves de La Paz. Donc les frais de scolarité des parents, qui sont déjà hyper élevés, servent à payer la scolarité de leurs propres enfants, mais aussi celle de l'école d'à côté. Donc il y a un vrai système social et solidaire qui se met en place financièrement. Et cette école, elle permet notamment aux enfants de manger 3 fois par jour. Donc ils arrivent le matin, ils mangent, ils ont un repas le midi, ils ont un repas le soir avant de repartir. Là où dans les écoles publiques, ils n'ont qu'un repas qui leur est fourni. Et dans leur famille, il n'y a pas toujours de repas. Voilà, ça arrive que les enfants, quand ils rentrent chez eux le week-end, ils mangent pas. Puis ils remangent la semaine en revenant à l'école. Donc, on est vraiment dans des conditions de pauvreté assez lourdes. C'est des enfants qui viennent de familles, souvent il y a des grosses difficultés. Alors financières évidemment, mais il y a aussi beaucoup de drogue, certains parents qui sont en prison, beaucoup de violences, de tout type de violence. Donc vraiment c'est un contexte assez lourd, et c'est une école où on sent que les enseignants et le directeur sont d'une bienveillance incroyable avec les enfants. Ils sont en mission plus que dans une profession au final. Oui, clairement. C'est plus une vocation qu'un métier. Purement, c'est pas un job où ils viennent à telle heure et ils repartent à telle heure. Du coup, on arrive dans cet établissement où on est très très attendu. On se fait sauter dessus par les enfants, littéralement. Donc moi, je comprends vite le truc, je mets vite Gaspard dans mon dos, je prends Olivia dans mes bras, Clémence se colle à Anthony, parce que vraiment c'est le raz-de-marée, quoi. Et nos enfants, ils sont terrorisés. Ils sont tous à nous demander des trucs, toucher les cheveux, surtout de Gaspard le blondinet. Et puis alors nous, faut arriver à composer, comprendre les choses, parler en espagnol, on y arrive petit à petit, mais bref, c'est une arrivée costaud. Et puis finalement, il y a des petits groupes qui se font. Olivia se met dans un petit coin pour faire des tresses aux filles. C'est son grand truc, Olivia, de faire des tresses sur les cheveux longs. Elle fait ça très bien. Clémence se met avec des groupes de filles un peu plus grandes. Finalement, elle finit en classe avec elle. Gaspard se met à faire des roulades et des galipettes dans la cour, et les garçons sont trop contents. Ils lui font des ovations, donc il les refait. Voilà, petit à petit, ça se met en place. Et en fait, on va passer une matinée entière dans cette école. On va observer toutes ces choses-là. On va passer des moments vraiment de qualité. Et on va prendre le temps de faire une interview aussi de Tatiana avec le directeur.
en s'enfermant dans une classe parce que sinon c'est pas possible. Il y a trop d'enfants qui viennent nous interpeller. Et non, c'est vraiment un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée vraiment joyeux, mais c'est un vrai raz-de-marée. Et puis la matinée se termine. On fait avaler une petite assiette du repas des enfants aux nôtres parce qu'il est 13h et qu'ils ont faim. Il y a Omar qui revient. Enfin, il n'était pas avec nous la matinée, il vient nous chercher. Et puis on va repartir. Et au moment de repartir, c'est embrassade, les enfants se collent à nous, câlins, machin. Quand Et on est-ce se qu'on dit, mais revient? comment on va gérer ça? Comment on va gérer le départ? Ils sont tous en train de nous coller, ils veulent tous nous faire un câlin. Il y en a, ça fait 3 fois qu'ils demandent un câlin, mais il y a 200 élèves, on va pas y arriver. Donc Anthony, il amorce un espèce de petit train des câlins, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui lui fait un câlin, puis un autre qui lui fait un câlin derrière, et puis c'est la farandole des câlins. On fait cette petite farandole de câlins, et puis on file. Donc là, c'était vraiment une visite, Forte. comment dire? Ouais, hyper forte. C'était hyper dense, très court. Enfin, on est passé 3 heures? Mais on n'a pas vu le temps passer. Et les enfants ont trouvé leur place. Et ça, c'est quand même chouette. Et c'est Clémence qui nous dira le lendemain, en reparlant de cette visite-là, et comment tu as vécu les choses. Et elle nous a dit, c'était une toute petite école. Et finalement, c'est marrant parce qu'il y avait plus de sourires que de place. Et c'est vrai qu'on a vu des enfants qui étaient hyper souriants sur place. Et à l'école principale de Balanquilla, on a rencontré l'ingénieur qui a construit l'école. Et en discutant avec lui, en lui parlant de ça, il disait oui, effectivement, les enfants sont très souriants quand ils sont à l'école, mais par contre, lui, il les voyait en dehors de l'école, il nous disait il y a qu'un seul endroit où ces enfants sourient, c'est à l'école. D'où l'importance d'avoir cette école-là qui les porte, parce que c'est une vraie soupape de joie et de lieux où ils sont dans la bienveillance, où ils peuvent manger, où ils sont en sécurité, etc. Donc c'est d'une énorme importance en fait. Ça reste un équilibre instable au niveau financier, ce type d'école, parce que, par exemple, les repas, ils sont pris en charge par une fondation suisse, les 3 repas par jour, mais c'est pris en charge pour l'année qui arrive. Mais pour après, on sait pas. Donc, on vit un peu au jour le jour et on verra si la fondation poursuit ou pas l'année prochaine ou s'ils trouvent autre chose. Mais voilà, ça reste hyper précaire. Ouais, c'est triste parce que du coup, quand tu vois que c'est vraiment bénéfique pour les enfants et que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, ça fait mal au cœur, quoi. Ouais, clairement. Après, ça s'arrêtera pas. Ils trouveront des solutions, mais oui, c'est dur. Après, c'est ce qu'ils apprennent beaucoup, hein. Et c'est beaucoup aussi ça en Amérique du Sud. C'est au jour le jour et on verra bien comment ça se passera demain. Mais c'est vrai que quand il y a 200 enfants en jeu, avec des enjeux aussi lourds, parce que derrière les familles sont pas capables d'assurer, ne serait-ce que financièrement, Ouais, c'est lourd, ouais. C'est fou. Et donc, qu'est-ce qui se passe après cette visite? J'imagine que là, vous devez être submergé d'émotions, là, après tout ça. On est rempli d'émotions et puis on revient aussi à une forme de réalité en disant mince, le temps file. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est là et finalement, on est censé aller plein sud, on est plein nord. Le temps avance et il faut qu'on bouge, quoi. Donc on dit à Omar, écoute, on va rester encore 2 ou 3 jours le temps de dérocher les vidéos, de traiter les photos, de dire au revoir correctement à tout le monde. Nous, les filles étaient allées un petit peu en classe avec les classes sur place. Et du coup, on annonce à Omar qu'on se prépare à partir et que on pense qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre ici et qu'il est temps d'y aller. Et donc, Omar vient nous voir le lendemain de cette annonce pour nous dire que il existe à la Guarira, donc c'est la région tout au nord de la Colombie qui est voisine du Venezuela. Il existe dans cette région un internat qui est soutenu par son école et qui accueille 1300 élèves qui sont issus du désert et des zones voisines. C'est la région la plus pauvre de Colombie. Et donc, il pensait que dans le cadre de notre projet, il pourrait être intéressant d'aller visiter l'internat San Antonio. Alors nous, on était censés partir. Moi, j'avais quand même le roadbook en tête en me disant que c'était quand même franchement pas idéal de retourner encore un peu plus au nord. Et en même temps, effectivement, cette visite semble très intéressante. Et donc, on se laisse 24 heures, nous, pour réfléchir à si c'est pertinent. Et puis lui, pour voir si d'un point de vue logistique, c'est possible. Parce qu'il lui semble trop dangereux qu'on monte tout seul. Et il faut assurer que le prêtre qui est directeur de l'école puisse nous accueillir. Et donc, le lendemain, on se retrouve avec Omar. Nous, on lui dit qu'effectivement, on serait intéressé pour monter. Et lui a organisé toute la logistique pour qu'on puisse partir le lendemain. Donc, c'est toujours pareil. Le lendemain, tout va très vite. Donc, on était en train de se préparer à partir. Et finalement, on se prépare à aller au nord visiter un internat. Finalement, ça va être Mélina, toujours la maman d'un des élèves de l'école, qui va nous escorter avec Omar. Donc, ils vont faire 3 heures de route avec nous jusqu'à un point intermédiaire. Et le prêtre va faire les 2 heures de route restantes pour venir nous chercher,
pour nous amener dans son internat. Donc on aura fait nos 5 heures de route ce jour-là. Omar aura fait ses 3 heures aller, 3 heures retour avec Mélina, juste pour nous escorter. On se retrouve à un point intermédiaire où il y a des anciens élèves de San Antonio, donc de l'internat, qui ont plutôt la vingtaine et qui vivent dans un genre de ferme pour finir leurs études en ligne. Donc ils sont 7 ou 8 élèves là à vivre vraiment dans un endroit très reculé. Ils vivent un peu de la production qu'ils font et en même temps ils étudient en ligne. Donc on fait une visite assez forte et assez courte à cet endroit-là. Et nous voilà partis pour arriver à la Guarilla, à l'internat San Antonio. On arrive en fin d'après-midi, assez fatigué. On fait un repas vraiment sur le pouce dans la cuisine du prêtre. Il nous fait une visite express de l'école pour comprendre à peu près où on est, parce qu'il est déjà très tard. Et donc tout de suite, on arrive dans une très grande pièce avec des jeunes filles partout. On voit des tuyaux qui traversent les pièces de part en part. Et en fait, il nous explique que dans chacune de ces grandes pièces vivent 200 élèves, dorment 200 élèves qui tous les soirs tirent leur hamac pour passer la nuit et tous les matins rangent leur hamac pour que les pièces soient libres. Donc il y a comme ça des grandes pièces de 200 élèves pour les 1300 élèves de l'établissement. Voilà, donc on est là vraiment surpris de l'endroit où on est, on savait pas trop à quoi s'attendre. La nuit est tombée, le prêtre réunit les 1300 élèves dans la cour, il les fait s'asseoir en rang, tout est très bien rangé. Il prend le micro et il nous demande de venir devant pour nous présenter, pour expliquer que on va vivre ici 2-3 jours. Il donne 2-3 règles hyper importantes pour nous et on verra après à quel point, notamment que la discussion est la bienvenue, mais que par contre, il demande qu'on ne nous touche pas. Effectivement, on sent que les élèves ont trop envie, ils n'ont jamais vu vraiment de blancs et encore moins des petits blonds comme notre petit Gaspard. Et donc, pour nous protéger un peu le fait qu'ils ne soient pas noyés par les enfants, ils demandent de ne pas toucher. Effectivement, on verra qu'après, pendant les 3 jours, quand on rentre dans les classes ou dans l'établissement, il y a une vraie retenue, mais une vraie envie de venir à la rencontre, quoi. Donc voilà, donc il nous présente, il donne un petit mot, il explique qu'on est là pour faire un film, pour montrer en Europe, par un film, comment vivent les enfants en Colombie. Et puis il entame une prière, et il nous propose de prendre la parole. Donc Anne Ségolène va dire un petit mot pour dire qu'on est heureux d'être là. Et puis finalement, il va nous proposer de faire un Je vous salue Marie. Et contre toute attente, c'est notre Olivia qui a pris le micro pour faire un Je vous salue Marie devant les 1300 élèves. Elle qui est d'une énorme timidité. Elle s'est lancée par elle-même, donc c'était assez fort. La nuit tombe, le prêtre nous amène dans une petite maison à côté de l'établissement pour qu'on puisse dormir tranquille. Et puis on reviendra visiter le lendemain après-midi vraiment les classes. Le lendemain après-midi, c'est pas un moment agréable, ça se combine mal. Le directeur nous amène voir les classes de maternelle, les plus petits. Et en fait, il se trouve qu'il y a des enfants malades dans la classe, du coup, ils veulent pas nous faire rentrer dans le bâtiment. Du coup, c'est très bizarre. Les enfants font classe dans le couloir pour que nous, on les regarde depuis l'extérieur du bâtiment. On comprend pas trop ce qui se passe. On sent la maîtresse un peu plus intéressée par l'idée de faire des selfies avec nos enfants que la classe avec ses élèves. Nos enfants comprennent pas non plus, donc de fait ils sont pas très tenables. Et puis en plus, il y a rien à faire. On est en face, on regarde des élèves faire classe, mais on peut pas s'en approcher. Au bout de, je sais pas, une demi-heure, 20 minutes, 30 minutes, en plus il se met à pleuvoir et du coup on est à l'extérieur. On est courte. On se dit que ça prend pas, mais on repart avec un sentiment un peu de malaise. On se dit c'est bizarre, on n'est pas très à l'aise. Donc on rentre avec notre camion dans la maison, on se repose, on fait une après-midi tranquille avec les enfants. Et le lendemain matin, Anthony va se lever un petit peu plus tôt, il va aller faire voir les élèves. Ils ont la messe à tour de rôle le matin, donc il va voir les grands qui sont à la messe, faire quelques prises de vue, puis il discute un peu avec des grands. Ça, c'est déjà plus paisible. Pour nous, on a un meilleur contact avec les élèves. Et du coup, le deuxième jour, l'après-midi, on va passer... Anthony va aller interviewer le directeur. Et puis, moi, plutôt que d'attendre dans la cour avec mes petits bouts, je demande au directeur si c'est possible d'aller visiter, d'aller voir Je sais que les élèves font pas mal d'artisanat, ils font beaucoup de créations traditionnelles. Du coup, je me demande si je peux visiter ça. Et donc, oui, pourquoi pas. Je sens qu'il voit pas trop pourquoi c'est intéressant pour nous, mais il dit pourquoi pas. Du coup, il me met en lien avec une prof qui, je pense, elle a plus compris l'enjeu. Et va nous faire défiler, en fait, pendant, je sais pas, ça va durer 2-3 heures. Les élèves qui, chacun leur tour, vont nous montrer comment ils font leur mochila, donc leur sac traditionnel qu'ils font en une sorte de tricot, c'est des très jolis sacs.
qui se font du coup dans cette région nord de la Colombie. Elles vont nous montrer comment elles font, elles vont apprendre à Clémence et Olivia comment faire. Ils vont nous montrer leur création de chaussures qu'ils font, alors avec des semelles en pneus et des lanières en tissu, c'est très joli aussi. Des fabrications de bijoux. Et puis, une fois qu'on a vu tout l'art traditionnel, on passe un bon moment, c'est vraiment sympa. On discute avec les élèves, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Du coup, c'est plus agréable pour nous. On est plus à l'aise dans le lien. Et puis, ils nous font visiter un lieu dans l'établissement dans lequel ils font toutes les fêtes traditionnelles des élèves. Parce que les élèves qui sont là pendant 11 mois par an, si jamais ils n'entretiennent pas un petit peu toutes les traditions ancestrales et culturelles de chez eux, ils vont tout perdre en une génération. Mais cette école, elle maintient. Donc, ils ont le lieu dans lequel ils font les fêtes traditionnelles, avec les vêtements traditionnels, avec les danses, avec les chants. Donc, du coup, il y a des jeunes filles qui nous font des démonstrations de leur danse qu'ils font pendant leur fête. Et puis, on a un chant, et puis finalement, on se balade. Et puis, la prof lâche un peu la main, ça se fait un peu tout seul. On se retrouve finalement dans une hutte. Et puis, on se retrouve à chacun, nous, on leur chante une chanson de chez nous. Alors, nous, on va chanter le Petit Âne Gris, c'est une chanson qu'on connaît par cœur. Donc, on l'a chanté avec Clémence. Et puis, on va rechanter le Je vous salue Marie. Et eux, ils vont nous le rechanter. C'est quand même très universel, ce chant-là. Et même si on parle pas bien les mêmes langues, on comprend le sens. Et puis, la prof va nous dire qu'il va être temps de revenir. Donc, en revenant dans l'accueil de l'école, on va leur faire visiter Bébert. Alors, c'est incroyable pour eux parce que eux qui vivent 11 mois par an dans l'école, le reste du temps dans leur maison, ils ont quand même une ouverture au monde qui reste limitée et ils voient pas beaucoup de choses différentes. Donc, voir une famille débouler dans un camion, la maison et le camion, avec un camion avec des panneaux solaires au-dessus, des tuyaux pour faire chauffer l'eau sur les côtés. Enfin, c'est un autre monde pour eux. Donc, c'est sympa. On fait visiter le camion. Ensuite, on leur lit. On a un poème sur le sourire qu'on aime beaucoup de Raoul Follereau, qu'on a emmené en espagnol. Donc, on fait lire à une prof en espagnol parce que le traction n'est pas encore très bon. Et voilà, on passe des petits moments délicieux. Puis finalement, c'est les élèves qui prennent la main, qui nous emmènent visiter leur classe. Voilà, donc on repart un peu plus apaisé de ce temps-là par rapport à la veille où on avait trouvé ça vraiment compliqué. Après, le lendemain, ça va être l'heure de repartir. Donc, le directeur va nous raccompagner jusqu'à Barranquilla parce qu'il était prévu que lui y aille de toute façon. C'est pour ça qu'on avait pu prendre ce petit créneau. Et on repart. On est un peu mitigé dans nos émotions au moment où on repart parce que à la fois, cet établissement, il apporte une éducation à des enfants qui n'auraient pas sinon, parce que dans l'école, dans le désert, il n'y a pas d'école, qui leur apporte de l'alimentation, qu'ils n'auraient pas forcément dans leur famille sinon aussi. Mais c'est des enfants qui sont 11 mois par an sans leur famille. Et je sais pas, moi, mon cœur de maman, il me dit qu'un enfant, il est mieux auprès de ses parents, mais après, c'est pas dans n'importe quelle condition. Donc, est-ce que c'est mieux qu'ils aient accès à l'éducation, mais pas de lien avec leur famille pendant 11 mois? Voilà, on sait pas. On se pose beaucoup de questions en repartant. On n'a pas de réponse. On a vu des personnes qui passent beaucoup de temps pour accompagner ces enfants. D'autres, clairement, on sent qu'elles sont là parce qu'il faut être là, mais que c'est pas un plaisir. Voilà. On repart un peu mitigé. On ne sait pas si c'est bien ou pas. De toute façon, on n'a pas à faire d'analyse et on n'a pas à juger. Mais on repart mitigé de cette visite. On est tellement dans une extrême pauvreté qu'en fait, les règles qu'on a habituellement, les choses qu'on a en tête et pour lesquelles on a plein de certitudes, la pauvreté est telle qu'en fait, toutes nos certitudes n'ont plus vraiment de sens, je trouve. C'est complètement... ouais, j'imagine que ça devait être chamboulant quand même, cette visite. Là, pour le coup, on est vraiment revenu fatigué de cette visite parce que ça a été un marathon pendant 3 jours. On a fait beaucoup de routes. En termes d'émotion, c'était assez fort. On est vraiment rentré à Barranquilla sur les rotules. On a mis 2-3 jours à se remettre un peu, je veux dire, pas à l'endroit, mais à se remettre debout. Parce que ouais, ça nous a posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants. Quelles conditions de vie, et puis moi ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est quel avenir pour ces enfants-là, quoi, finalement. Mais quelle que soit la situation qui reste chez eux au milieu du désert, où il y a très très peu de choses, il y a beaucoup de pauvreté apparemment, ou qu'ils soient dans cette école-là, on a l'impression qu'il y a quand même peu de Perspective. De perspective finalement.
Vous savez ce qu'ils font, ces enfants, après, ils vous en ont parlé, les directeurs? Est-ce qu'il y en a qui quittent la région? Est-ce qu'ils retournent dans leur famille reprendre la ferme des parents, des choses comme ça? Ils vous ont expliqué un peu ou pas? Il y en a quelques-uns qui continuent leurs études, ceux qu'on a croisés justement à l'allée, qui continuent des études, mais alors ils savent qu'ils vont quitter la région après, parce qu'il n'y a pas de perspective dans cette région. Et puis il y a les autres qui retournent en famille et qui du coup reperpétuent le modèle en perpétuant les traditions, en vivant d'artisanat, où les femmes créent beaucoup d'artisanat et le vendent. Beaucoup des hamacs ou des mochilas, là, des sacs, etc. Ouais. Après, avec un peu de recul, finalement, on se dit, tiens, finalement, on sait pas trop quelle perspective ils peuvent avoir, mais c'est peut-être une vision très européenne de l'approche de la vie, quoi. Nous, on a besoin de perspective, on a besoin de développement, on a besoin on a envie d'avoir un peu plus de confort, on a envie d'avoir un peu plus de loisirs. Peut-être une vision très européenne, finalement. Je suis pas sûr que ce soit leur problématique à eux, leur réalité à eux. Oui, on n'a pas du tout la même vision des choses, c'est évident. Mais c'est vrai que c'est très perturbant. Est-ce que vous arrivez du coup à quitter après le collège et quitter Frère Omar? Comment s'est passé le départ hein, après tout ça, après avoir vécu tant de choses? On s'est donné 3 jours pour quitter proprement sur place. On voulait pas partir tout d'un coup, faire le tour un peu de tout le monde, annoncer qu'on part. Encore une fois, retravailler un peu nos images parce qu'on sait que là, on a un endroit fixe pour travailler. C'est quand même plus simple qu'après quand on sera dans le camion. Même si on vit dans le camion, mais on a quand même accès à des bureaux ou à Internet, etc. Donc on prend le temps de traiter un peu toutes nos données, de profiter encore un peu de l'espace qui est quand même agréable sur place avec la piscine et autres pour recharger nos batteries émotionnelles, on va dire, et se remettre bien nous en famille. Et puis ça y est, on a annoncé notre départ. Je crois qu'on est parti un mardi. Donc on a eu le temps de faire le tour des classes, notamment des maîtresses qui avaient accueilli nos enfants. Et la veille de notre départ, Frère Omar nous a réservé la surprise de nous offrir un autocollant géant qu'on a collé sur le côté de Bébert. Donc le matin vers 9h, ils sont venus voir de quoi on avait besoin. Anne-C a donné un petit coup de main sur la partie graphique de ce qu'on aimerait. Et le soir, à 21h30, a déboulé, alors qu'on était déjà tous couchés, a déboulé une voiture pour venir coller le sticker sur le camion. Bon, finalement, on s'est levé pour lui donner un coup de main, mais si on était resté au lit, il l'aurait collé comme ça. C'était une grande carte d'Amérique du Sud. Un grand cadeau. Une grande carte d'Amérique du Sud qu'on avait pas fait avant de partir, mais on n'avait pas fait faute de temps et de budget, clairement. Et là, en fait, il a mis à notre service tous les moyens du collège, c'est-à-dire sa responsable com, qui a passé la journée à plancher sur notre carte pour nous faire le truc sur mesure tel qu'on l'avait rêvé. Et le soir, c'était imprimé, collé sur le camion. Donc là, en termes d'efficacité, on pouvait pas faire mieux. Énorme. C'était trop sympa. Donc ça, c'était la veille au soir. Incroyable. Et le matin même, Omar a un peu disparu. Je pense que les adieux, c'est pas trop son domaine. Donc je pense qu'on a pris le temps de bien se dire au revoir la veille et volontairement, il voulait pas que ça s'éternise dans des adieux longs. Et par contre, on a la classe dans laquelle nos enfants ont passé beaucoup de temps, qui sont venus avec la maîtresse pour nous faire chacun un petit cadeau. Ils ont fait des dessins, ils ont fait des petits poèmes, ils ont fait plein de petits mots. Donc on a eu une grande enveloppe avec toutes les petites attentions des enfants de la classe. Donc c'était hyper sympa. On a pris le temps de faire le tour de tous les personnels de sécurité, d'entretien. Finalement, comme on vivait dans l'établissement dehors, on a eu une grande relation avec tous les salariés, mais quels qu'ils soient, du directeur jusqu'à l'agent d'entretien, en passant par tous les profs. On a une vraie relation et toutes les agents de la restauration. Puis il faut dire aussi que les Colombiens, globalement, c'est des gens qui sont hyper accueillants, hyper avenants et qui viennent vers nous, qui nous posent des questions, qui engagent la discussion. Il y a pas de timidité chez les Colombiens. Et du coup, de fait, on avait discuté avec tout le monde, quoi. Ce qui était fatigant aussi. C'est aussi pour ça qu'on a eu le temps. Ouais, du coup, ça a créé des liens tout de suite. Mais ça a créé des liens très très forts. Et puis c'est des liens. Je dirais l'espagnol, je sais pas si c'est vraiment comme ça en Espagne, mais enfin tout de suite, c'est chaleureux. C'est très très chaleureux. Tout de suite, c'est des grandes accolades, des grandes embrassades. Alors on nous a posé la question au moment de notre départ, qu'on nous posera tout le temps après pendant notre voyage. Ici en Équateur, c'est pareil. Mais pourquoi vous partez? On a beau leur dire dès l'arrivée, en fait, on a 10 mois pour faire le tour de l'Amérique du Sud, on va voir beaucoup de pays, on a quand même pas mal de kilomètres à faire et tout ça. À partir du moment où on se pose quelque part, une journée, à partir du moment où on va vouloir partir, systématiquement on va dire mais pourquoi vous partez? Sous-entendu, vous n'êtes pas bien là? Mais si, on est très bien là, par contre il faut qu'on avance. Tous les gens qu'on a rencontrés, ils adorent leur pays, ils adorent leur ville. Et du coup, ils comprennent pas pourquoi on va voir ailleurs. C'est fou ça. Hein. Ouais, c'est très étonnant. Beaucoup plus que chez nous.
ils connaissent pas trop mal leur pays. Ils en sont assez fiers d'ailleurs, mais par contre, ils n'ont jamais visité, on n'a jamais croisé quelqu'un qui avait visité le pays d'à côté, voire même des fois la région d'à côté. Ouais, c'est C'est assez dingue. étonnant. Et donc, du coup, une fois que vous quittez ce collège, qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous accordez une petite pause après tout ça? Alors pas une pause dans le sens itinérante, parce que justement on va devenir itinérant. Et donc là, le gros challenge pour nous maintenant, c'est de trouver un rythme et un équilibre sur une vie itinérante. Du coup, on découvre la vie itinérante, on commence. On avait ciblé un point sur lequel on pouvait potentiellement dormir, sauf que c'était sans compter sur les routes colombiennes où c'est une catastrophe, autant sur la qualité des routes que sur les bouchons. Il y a des gros camions à l'américaine qui font des bouchons de dingue. Les routes sont pleines de trous. La moitié des routes s'effondrent. Enfin, c'est une catastrophe, les routes en Colombie. Et du coup, on devait faire, je crois qu'on avait ciblé 3 heures de route. Et au bout de 45 minutes, il y a un énorme bouchon. Et en fait, le bouchon, il va se résorber que le lendemain. Donc, au bout d'une demi-heure à attendre, on se dit, bon, on laisse tomber. Il y avait un accident qui bloquait complètement la route. Donc, on laisse tomber. On s'échappe en faisant un demi-tour sur l'autoroute parce que c'est pas un problème ici de faire un demi-tour sur l'autoroute. Du coup, on se dit, on va chercher un endroit où dormir ici. Anthony avait ciblé une petite rivière sur la carte, un rio, on dit ici. Et on se dit, on va essayer de se mettre près du rio, ça va être sympa. Sauf qu'on était des gros débutants. On essaye de trouver le rio, on débarque dans un lieu qui semble être un peu communautaire, mais un peu bizarre. On nous dit qu'il faut attendre que le leader arrive, que quand le leader sera là, il pourra nous dire si on peut stationner là pour dormir la nuit. On n'est pas à l'aise, les chiens sont agressifs. Olivia, ce qui est un petit peu morte, pas méchamment, mais on sent que les chiens, ils peuvent mordre potentiellement. Donc on ferme le camion et on se dit, on va aller voir au bord de la rivière, au moins pour se laver, parce qu'on a besoin de se laver. Il est hyper moite, hyper chaud. Sauf qu'on était débutants, on savait pas. C'est infesté de rérènes là-bas. Des espèces de mouches des sables, c'est des espèces de micro-mouches toutes petites qui se voient pas beaucoup, qui font pas de bruit et qui font des morsures mais absolument horribles, qui derrière vont démanger pendant 15 jours. Bref, on se fait dévorer sans s'en rendre compte parce qu'on ne sent pas sur le moment. Moi, les jours qui suivent, j'aurai des œdèmes aux chevilles monstrueux et c'est horrible, ça empêche de dormir. J'en pleure le soir dans le lit pendant qu'Anthony essaye de me mettre des produits apaisants sur les chevilles parce que je veux pas toucher pour pas gratter. Enfin bref, c'est un carnage. On revient au camion, le leader est toujours pas là, on n'est pas à l'aise, on sent les gens pas bienveillants. Donc on repart. On essaye de se remettre sur la route, mais c'est toujours le bouchon. Donc on s'arrête sur un parking collé au bord de la route d'une station-service. Donc pour une première nuit, on aurait pu trouver mieux, mais on trouve pas mieux. Il fait nuit, on peut pas continuer à rouler. Donc on se fait, je sais plus, qu'on se cuisine un truc à l'arrache complet dans le camion. On couche les enfants, on passe une nuit horrible, on se réveille tout le temps au moindre bruit parce qu'on n'est pas serein. Bon, en réalité tout se passe bien, mais bref, c'est pas un premier bon démarrage. Et puis le lendemain, on reprend la route directe et là, on va pouvoir profiter un petit peu plus, voir les paysages qui sont sympas, voir les choses qui nous dépaysent. Voilà. Mais pour cette première nuit, on aurait pu faire mieux. On a fait un peu le grand chelem. Ouais, en fait, c'est là où tu te dis la van life ou la vie en camion, en van ou en camping-car, c'est aussi ces moments-là et on en parle finalement très peu, quoi. Tu te réveilles pas toujours avec un paysage de dingo. Ah, mais carrément. C'est la vraie vie, quoi. Ah, la vie, la vraie. On voit que les photos de van life au bord des rivières ou au bord des lacs avec le beau coucher de soleil. C'est pas que ça. J'aimerais bien faire une petite publication prochainement sur van life, l'envers du décor. Les vaisselles à 4 pattes dans les bassines, les trucs comme ça. La vraie vie, quoi. Ouais, ce serait intéressant parce que ça montre aussi que c'est pas toujours très très rose et que oui, et c'est aussi le côté où tu te stationnes un peu par obligation et que t'as peur en fait aussi. Tu te sens pas hyper sécure dans un pays que tu connais pas et t'as quand même tes gosses avec toi. Ouais, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc j'imagine un peu l'angoisse que vous devez vivre à les ce jours moment-là. De pluie, c'est pas aussi simple. Et les jours et quand tu stationnes un endroit qui est plein de sable ou plein de boue, et ton camion il est tout de suite dégueu. Enfin voilà, ça fait partie de la réalité aussi. Il y a les trucs canons, il y a les trucs durs, mais comme dans une maison en fait, et comme dans un rythme sédentaire. Complètement. Et juste une dernière question par rapport à ça. Comment les enfants gèrent cette nouvelle vie en camion justement ? Nous, le démarrage, il est un peu chaud pour nous. Alors, je saurais pas dire si c'est du fait du camion. Je pense que c'est du fait d'être la proximité 24/24 à 5. Mais on a beaucoup de chamailleries, beaucoup de disputes entre les enfants, entre les aînés surtout. Et ça, c'est hyper hard. Ça nous met à bout de nerfs avec Anthony, on n'en peut plus.
Donc faut rajouter, en fait, faut prendre en main le camion, la logistique quotidienne, savoir qui fait quoi, parce que c'est pas simple. Faut plier le lit tous les jours pour avoir la place dans le camion. La cuisine, quand on va le sortir, faut ouvrir le camion, sortir un gros plateau. Enfin, il y a beaucoup de manipulations. Même si on a réfléchi pour que ce soit le plus fluide possible, il y a quand même pas mal de boulot. Et il faut nous mettre en place par rapport à ça. Il faut que les enfants trouvent leur place. Et par-dessus ça, gérer toutes les chamailleries. J'avoue que c'est vraiment le truc qui est chaud pour nous. Et en fait, je pense que petit à petit, au fil des jours, ce qui se passe, c'est que nous, on va un petit peu prendre du recul en disant ouais, mais en fait, c'est pas drôle pour elles. On leur demande tout le temps de se taire et de pas faire de bruit et de pas bouger et de pas toucher. Et du coup, en fait, petit à petit, on va réussir à trouver un équilibre où on va leur donner des missions. C'est-à-dire, dès qu'on arrive quelque part, Olivia, on lui sort la table de camping, elle ouvre la table, elle la déplie, elle déplie les tabourets. Clémence, sa mission, alors après, ça fluctue beaucoup. Clémence, sa mission en ce moment, tous les matins, c'est d'enlever tous les rideaux de la cabine avant, dans laquelle elle dort, et de ranger les duvets, leur duvet de la nuit. Enfin voilà, on va petit à petit mettre en place des petites missions. On fait comme à la maison, hein, des tableaux de service, des tableaux de bon comportement, de bonne volonté, tout ça, et ça marche. Et c'est bien parce que ça me montre aussi que même en voyage, tu as aussi le quotidien en famille qui te rattrape et que des enfants, ça reste des enfants et que... Mais oui. Il y a un côté pire que le quotidien, c'est qu'au quotidien, tu as quand même l'école et le boulot qui te permettent d'avoir des soupapes quand tu es en tension en famille. Là, tu es H24 ensemble, donc quand il y a une tension, en fait, faut vivre avec la tension. Tu es obligé de la résoudre. Tu peux pas faire semblant et fermer les yeux, en fait, en voyage. Tu peux pas te dire on verra ce soir. Exactement. Je pars, je souffle, puis je rumine, et puis ce soir, on aura une solution. Non, faut la trouver tout de suite. Tu es obligé de te confronter à ton problème. Et finalement, c'est les amis voyageurs qui nous ont donné l'idée. Ils ont fait ça, ils ont voyagé il y a quelques années. Et ils nous avaient donné l'idée de dire, posez-vous en famille, c'est ce qu'ils avaient fait. Et proposez aux enfants d'inventer, de réfléchir avec vous aux règles de vie, et aux règles de famille. Et du coup, on a fait ça, alors c'était un peu après tous ces épisodes dont on a parlé là. On s'est posé un jour, on a passé 2 nuits au milieu de la pampa, et un matin on s'est posé en disant qu'est-ce qui est important pour chacun, de quoi on a besoin les uns les autres, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. On a fait 3 catégories, les filles ont fait 3 catégories, on a fait ça avec elles. Il y a tout le notion un peu de respect. Alors ça va être les gestes, les paroles, etc., etc. Il y a toutes les notions des services, aider pour faire à manger, la vaisselle, le balai, etc. Après tout le service, après oui, c'est tout ce que t'es rangement du matériel, oui c'est ça, c'est tout ce qui est rangement. Rangement de son propre matériel, bonne écoute à l'école, enfin bonne volonté à l'école, et puis rangement de tout ce qui est affaire de lit. Parce que le matin, elle range leur sac de couchage, etc. Donc on a ces 3 pôles-là, mais tu vois, il y a des moments où on a fond dessus parce qu'il y a des besoins, puis en ce moment, comme ça roule, tu vois, le tableau il est présent, mais on le regarde beaucoup moins. Ça dépend des moments. Mais c'est fluctuant, mais comme à la maison, il y a des jours où tout roule très facilement, il y a des jours où on est tous un peu plus fatigués, donc c'est plus difficile. Il n'y a pas de recette miracle pour le coup. Pour suivre pas mal de groupes avec des familles qui voyagent, on n'est pas si mal lotis aussi parce qu'on voit beaucoup de familles qui sont en réelle difficulté, en situation de rupture avec leurs enfants pendant le voyage, où ça devient un calvaire, et certaines familles qui écourtent aussi le voyage, au lieu de pas faire partir 1 an, au bout de 6 mois, ils rentrent parce que ils sont arrivés à un point de non-retour et du coup c'est plus bénéfique. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, malheureusement. Merci d'avoir partagé ce premier début de voyage. On a hâte d'en savoir plus. On se donne rendez-vous bientôt. À bientôt, avec plaisir. À très bientôt, merci beaucoup. À bientôt, bye. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage. Si le projet de Famille Larrey vous plaît, n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous, de diffuser tous les épisodes. Mais vous pouvez aussi les aider financièrement. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode, dans la description de l'article, où vous pouvez financer le projet en faisant un don. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye.